Katayoun Panahi, bonjour. Bonjour Quentin Périnel. Alors, est-ce qu'il y a une gare française, d'une ville française qui vous reste en tête, que vous aimez particulièrement pour une raison ou pour une autre? Alors nécessairement, j'aime toutes les gares françaises, mais s'il y en a une que je devais citer plus particulièrement, ce serait sans doute la gare de la Ciotat, pour la bonne et simple raison que c'est la première à avoir été filmée dans l'un des les premiers films des Frères Lumière, qui mettait en scène justement l'entrée d'un train dans cette gare, et je trouve qu'elle est assez mythique de ce point de vue-là. Mais sinon, on a un patrimoine absolument fabuleux et toutes les gares sont absolument magnifiques. D'ailleurs, mes collègues de Gare et Connexion font régulièrement un concours de la gare la plus plébiscitée. Et donc, chaque année, une gare est mise en avant et à l'honneur. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Katayoun Panahi, qui est directrice générale de SNCF Immobilier, donc une filiale, c'est pas la plus connue des filiales du groupe SNCF. Vous avez pris ce poste il y a presque un an, donc je le dis, c'est pas l'activité la plus connue, et pourtant SNCF Immobilier, c'est 12,5 millions de mètres carrés. Alors ces mètres carrés, ils sont répartis comment exactement, Katayoun Panahi? Donc la première question sur la gare était évidemment pour que tout le monde sache de quoi on parle, parce que la SNCF, c'est vrai que dans l'univers commun, on fait référence à des gares et à des trains, mais pas spécialement à l'immobilier. Alors, effectivement, vous avez raison, Quentin. C'est assez méconnu, mais le groupe SNCF est l'un des plus grands propriétaires fonciers de France, puisque c'est le deuxième propriétaire après l'État, avec un patrimoine qui est extrêmement étendu. Un peu partout, sur l'ensemble du territoire national, hein. Il y a un ancrage territorial très fort du groupe SNCF grâce à ce patrimoine. Et ça représente à peu près près de 30 000 hectares de foncier et 8 millions et demi de mètres carrés de bureaux, par exemple, que nous gérons en tant que grand utilisateur. Donc 8 millions et demi de bureaux, il y a aussi du logement social, il y a aussi des espaces de ferroviaires. Parfois, on va reparler de transition énergétique et de transformation de ce patrimoine tout à l'heure, mais c'est très varié finalement, ce qu'on met derrière ce terme immobilier un petit peu commun finalement. Absolument. Alors en fait, on peut distinguer trois grandes missions pour la branche immobilière du groupe SNCF. Une première mission qui est celle de gérer, maintenir, reconstruire le patrimoine utilisé pour nos propres besoins, qu'ils soient ferroviaires, industriels ou tertiaires. Euh, c'est les 8 millions et demi de mètres carrés de bureaux, mais c'est aussi les technicentres industriels, l'outil de production du groupe SNCF que nous sommes amenés à gérer. Deuxième grande mission qui est héritée de la préoccupation de l'employeur qu'est la SNCF, qui se soucie beaucoup aussi de ses salariés et notamment de leur logement. Et donc nous avons un parc de 95 000 logements dont nous assurons la gestion locative. Et puis, troisième grande mission, qui est celle d'un propriétaire foncier qui désormais est très soucieux aussi de la gestion de ce foncier de manière sobre, parce que je pense que chacun a conscience de l'urgence climatique et de la nécessité de la sobriété foncière. Et donc, nous optimisons notre occupation de nos parcelles en essayant de concentrer sur un bout de la parcelle les activités qui sont strictement nécessaires aux fonctionnalités ferroviaires et nous libérons ainsi une grande partie de notre foncier que nous pouvons valoriser et nous pouvons ainsi transformer ces friches ferroviaires en de nouveaux quartiers agréables à vivre, présentant toutes les aménités, présentant à la fois des logements, des bureaux, des commerces de proximité, de l'agriculture urbaine, de la logistique urbaine, des services, des équipements culturels, associatifs, etc. Des tas de choses, donc Katayoun Panahi. Donc, vous l'avez dit, le premier client des SNCF Immobilier, c'est la SNCF, mais ses autres clients, c'est qui? Du coup, ce sont les promoteurs, ce sont des villes, des pouvoirs publics. Racontez-nous un peu les coulisses justement de ce patrimoine immobilier que vous nous avez décrit. Tout à fait. Les premiers clients, c'est sans doute effectivement nos clients internes, les différentes activités du groupe. Et nos premiers clients sont aussi surtout nos concitoyens. Alors, nous travaillons évidemment en très étroite collaboration avec les collectivités territoriales, avec l'ensemble des acteurs de la fabrique urbaine, les aménageurs, les promoteurs, les constructeurs, les architectes, les urbanistes, pour transformer
notre foncier et en faire de véritables quartiers, mais qui sont destinés à nos concitoyens. Je rappelle que le groupe SNCF est une entreprise publique, donc on a toujours accompagné la société française, j'ai coutume de le dire, dans ses transformations, et aujourd'hui, nous accompagnons aussi cette transformation de la fabrique urbaine pour aller dans le sens d'une ville qui soit plus sobre, plus résiliente et plus inclusive et solidaire. Et c'est assez récent. SNCF Immobilier a été créé il y a 15 ans, je crois. Donc, ça fait 15 ans que ce. En 2015. En deux- Oui, ça fait à peine 5-6 ans. Ça fait 5 6 ans. Donc, on vient de parler de vos clients, on vient de parler d'hybridation des espaces. Et j'ai vu aussi sur votre site qu'il y a un fort intérêt sur l'architecture. J'ai vu que les projets qui sont en cours, c'est des choses dans l'air du temps, c'est des choses modernes. On essaie aussi en mettant en valeur ce patrimoine foncier que vous avez parlé, on essaie aussi d'associer des architectes de renom pour mettre en valeur visuellement, si je puis dire, du mieux possible ce patrimoine. Tout à fait. Alors en fait, notre patrimoine, il présente un atout considérable qui est celui de l'artificialisation. C'est un foncier qui est déjà imperméabilisé, artificialisé. Or aujourd'hui, on sait que l'enjeu qui a d'ailleurs été inscrit dans la loi climat et résilience, c'est d'aller vers le zéro artificialisation net, comme on dit. L'objectif étant de viser ce zéro artificialisation à l'horizon 2050 et même de diviser par deux l'artificialisation dans les 10 années qui viennent, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 20 à 30 000 hectares de foncier en France qui, chaque année, l'espace naturel à caractère agricole ou forestier, qui chaque année sont artificialisés. Donc, pour éviter d'artificialiser des sols qui ne le sont pas déjà, utilisons ceux qu'ils sont, et notamment le foncier ferroviaire, le foncier SNCF, qui peut être très utile pour aller dans le sens de cette sobriété, pour tenir compte justement des enjeux de transition écologique et en l'utilisant, non seulement on évite d'artificialiser, mais en plus on rend perméable des sols qui ne l'étaient plus, parce que sur la plupart de nos parcelles, on veille à créer non seulement des quartiers où il y a de l'habitat, des bureaux, mais aussi on fait de la renaturation en ville, on fait de la végétalisation en pleine terre et on crée ainsi des îlots qui luttent contre la chaleur urbaine. Alors ça vient compléter tous les gestes architecturaux que vous venez d'évoquer sur le bâtiment. Je pense qu'au-delà des bâtiments sur lesquels il faut effectivement essayer d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, pour améliorer ce cadre de vie, ça va aussi avec la renaturation, phénomène qui est d'ailleurs considérablement accentué avec la crise sanitaire inédite que nous venons de vivre. Nos concitoyens aspirent tous à pouvoir bénéficier d'un cadre de vie agréable et végétalisé. Vous avez parlé, Katayoun Panahi, de cette transformation en ville, mais quid de la campagne? Parce que j'imagine que dans des milieux un peu plus ruraux, dans des communes avec moins d'habitants, il y a aussi du patrimoine foncier, parfois des gares fermes, des espaces ferroviaires ne sont plus fréquentés pour des raisons ou pour des autres. Là aussi, il y a un enjeu de transformation peut-être différent qu'en ville. Qu'est-ce qui change quand on passe du milieu urbain au milieu rural dans votre métier? Tout à fait, vous avez raison de le souligner. On a des enjeux qui sont propres aux zones denses, avec la caractéristique de devoir répondre simultanément à cette demande de renaturation que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi à la demande de création de logements et notamment de logements sociaux dont la demande reste très forte, notamment en zones tendues, hein, dans les zones denses. Et donc, il nous appartient d'accompagner la société française pour répondre à ce double objectif. Ne pas opposer, mais au contraire essayer de concilier le social et l'écologie, ce on arrive à faire, hein, on en fait la démonstration chaque jour dans nos projets. C'est pas toujours simple parce que c'est un modèle économique qui est assez complexe, puisque aujourd'hui, notre modèle économique, le modèle de la valorisation foncière, repose essentiellement sur le paradigme de la période de reconstruction d'après-guerre, sur la valeur économique des terrains et n'intègre pas la création de valeur environnementale. Donc on a ce sujet-là dans les zones urbaines,
Et dans les territoires plus périphériques, en zone rurale, vous avez raison, on a d'autres problématiques, des problématiques qui sont en train, on est aussi dans une période de transition avec le déploiement du télétravail. Vous le savez, il y a une forme d'exode urbain qui est en train de s'instaurer aussi. On a des polarités secondaires, des petites villes qui sont aussi en train de s'accroître. En tout cas, la démographie se développe. Et donc, nous sommes amenés à accompagner aussi ces territoires-là par rapport aux nouveaux enjeux. On les accompagne notamment pour créer, par exemple, des espaces de télétravail, parce que dans ces territoires, il y a aussi des besoins de télétravailleurs, pas forcément parce qu'il manque d'espace dans leur foyer, mais parfois parce que la connectivité de leur foyer n'est pas suffisante. Et nous, on a eu la bonne idée, la SNCF a eu la bonne idée de fibrer le long de 20 000 km de voies, et donc nous avons un foncier et des bâtiments qui sont extrêmement bien desservis par la fibre. Donc, on a la possibilité d'offrir ce type d'espace. Et puis, on a aussi la possibilité de travailler à des projets qui permettent de réduire aussi la fracture territoriale et les fractures sociales en développant soit des projets de logement, de logements sociaux avec Ossature-Bois, par exemple, comme on vient de le faire à Saint-Étienne-du-Rouvray, ou alors on a aussi la possibilité de réfléchir avec les citoyens, avec les habitants eux-mêmes, à ce qu'ils souhaitent et ce qui serait le plus pertinent pour l'écosystème local. C'est ce qu'on fait par exemple dans l'ancienne gare désaffectée de Lunel à côté de Montpellier, où on a instauré une permanence architecturale. Donc il y a des architectes qui sont là sur place et qui testent en grandeur réelle différentes programmations, différentes affectations avec la population pour voir ce qui leur conviendrait le mieux et ce qui marche le mieux dans cet écosystème-là. Katayoun Panahi, DG d'SNCF Immobilier, un segment, un marché moins connu que les trains et les gares de France, mais qui est très intéressant, qui est passionnant et qui est dans l'air du temps. Vous venez de nous le décrire. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un joyeux Noël. Je vois derrière un magnifique sapin. À très bientôt. Merci beaucoup. Joyeuse fête à vous également.